Bonjour à tous. Alors je crois que c'est Sylvie, c'est vous qui me passez les diapos, ou c'est ça? Oui. Donc en tout cas, bonjour à tous. Je suis extrêmement honorée et touchée d'être invitée à ouvrir avec Laurence ces journées. Donc je remercie Laurence, le groupe d'intérêt DMD-BMD, notamment Jeanne Malater et Sylvie Marion pour cette invitation. Donc c'est vrai que moi c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque moi je suis médecin d'adulte à Marseille et c'est vrai que le fait qu'on fasse une journée thématique, comme le disait Laurence tout à l'heure, en se focalisant sur les patients adultes, ça n'est pas neutre et il me semble que ça porte, c'est quelque chose qui porte un nouveau regard sur la pathologie. Et ça va être un peu le fil rouge des quelques mots que je voulais vous dire. On peut passer à la diapositive d'après si vous voulez bien. Ah, ça bloque un peu. Donc, avant que ça n'avance, c'est vrai que on est devant, quand on parle de la myopathie de Duchenne, de la myopathie de Becker, on parle quand même de deux maladies qui ont des problématiques différentes parce que, vous le savez, la myopathie de Becker, elle peut commencer aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Mais malgré tout, pour ces deux pathologies, la chose qui est commune, c'est que le paysage de ces deux maladies ont été transformés par la prise en charge pluridisciplinaire et notamment par... aussi par les traitements symptomatiques, les corticoïdes dans la myopathie de Duchenne, les traitements à visée cardiaque dans les deux pathologies. Et que, en tout cas, ma génération de médecins ont vu les patients qui avaient une myopathie de Duchenne passer d'un suivi strictement pédiatrique à un suivi chez les adultes, avec dans nos consultations d'adultes de plus en plus de patients, des patients de plus en plus âgés. Et donc, le paradigme de cette maladie se trouve modifié et ça apporte en fait vraiment des nouvelles perspectives sur trois points de vue en fait, la point de vue du patient, la point de vue de l'aidant et notamment des parents et puis le point de vue des soignants. Et diapositive suivante s'il vous plaît. Et en fait, c'est vrai qu'avant de parler du suivi chez les adultes, en fait, ce qui me paraissait important, c'est de parler de la transition enfant-adulte, parce que c'est un passage où, un peu, pour ceux qui aiment aussi, comme moi, ce livre, c'est un passage de l'autre côté du miroir pour le jeune adulte. Diapositive suivante. Et ce moment, en fait, de transition enfant-adulte, c'est un passage qui est très délicat. Alors d'abord parce qu'il se situe à un moment, c'est autour des 18 ans, donc c'est un âge déjà pour chaque individu qui est un âge clé, qui est un âge de bouleversement. C'est un bouleversement encore plus grand quand on a une maladie chronique. Et quand on a une myopathie de Duchenne et de Becker, il y a encore des particularités avec vraiment un objectif de cette transition d'être le plus autonome possible. Et c'est donc un moment qui ne doit pas être raté. Et pourquoi est-ce que ça peut être aussi un moment un peu délicat? Il y a aussi le rôle du parent qui a été aux côtés de son enfant pendant toutes ces années très charnières, dont le rôle est changé puisqu'il n'est plus l'interlocuteur principal, mais en même temps, il doit être là pour son enfant. Donc c'est aussi un moment qui est complexe. Et puis nous, ce qu'on voit quand on fait la transition enfant-adulte, c'est que d'abord, c'est un passage de l'univers assez cocooning de la pédiatrie. Quand on voit la médecine des adultes, c'est pas pareil. Nous, il n'y a pas des petits animaux collés sur les portes. On vous voit, c'est plus rude, l'univers chez les adultes. Bon, chez nous, par exemple, c'est moche. Voilà, il y a ça. Et puis surtout, il y a les liens... il y a les liens avec, très forts qui se sont noués avec l'équipe de pédiatrie, même si parfois ils ont pu être... même s'il y a parfois il y a eu des conflits parce que c'était des étapes difficiles, le lien reste très fort et c'est pas rare de voir des pleurs au moment de ce changement. Donc on est dans un moment où il peut se passer une rupture
Et puis aussi, ce qu'il peut faire, c'est que le jeune adulte qui arrive ce jeune adulte va dire aussi, maintenant c'est moi qui décide, et je peux aussi décider de ne plus être suivi, je peux décider de ne plus prendre mes traitements. Donc c'est un moment délicat. Après, si vous pouvez montrer la diapositive suivante, après, si ce passage de flambeau se passe bien entre l'équipe des enfants et des adultes, ça peut être un moment... et c'est un moment très riche, très fécond pour l'individu parce que c'est le moment où la prise en charge va devenir centrée véritablement sur le patient et il va se passer beaucoup de choses pendant ce passage. Les informations vont être redélivrées au patient alors qu'ils avaient été plutôt délivrés à son parent, à ses parents. On va réinterroger l'histoire de la maladie et ça va faire aussi parfois ressurgir des choses, des sentiments de ce qu'a été ce parcours, parfois compliqué. Et ça va être le moment aussi d'affirmer ses propres priorités par rapport à sa santé, questionner son consentement par rapport aux soins. Et ce qu'on constate, c'est dans la majorité de nos patients, y compris pour ceux qui ont une dépendance importante, ce sont des jeunes adultes qui sont tout à fait en capacité d'être indépendants, autonomes et capables de faire leurs propres choix. Diapositive suivante. Donc si on se positionne, si vous pouvez passer la diapo d'après, s'il vous plaît. Si on se positionne du point de vue du patient, alors moi ça m'est difficile de me positionner du point de vue du patient ou des aidants, bien sûr, mais je vous parle au travers de l'expérience que j'en ai, mais le nouveau regard, ça va être, avec ce passage chez les adultes, s'inscrire dans une vie la plus autonome possible et dans toutes ses dimensions. Alors ça va être par exemple l'objectif de passer son permis de conduire, même si pour ceux qui sont en fauteuil, c'est quand même au jour d'aujourd'hui un parcours du combattant, donc probablement quelque chose à améliorer. Pour beaucoup qui ont fait des études supérieures, s'inscrire dans l'emploi, accéder au sport, continuer à faire du sport avec ses collègues, et puis aussi avoir une vie affective et intime. Et ça, c'est aussi un point qui va être abordé, je l'ai vu dans un des ateliers, et qui, je pense, sera extrêmement intéressant. Ce qu'on voit aussi pour ces jeunes patients qui arrivent à consultation adulte, c'est toujours l'attente de participer à des essais thérapeutiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont adultes qu'il n'y a pas l'envie de continuer à participer à la recherche, d'essayer des nouveaux traitements. Et puis, la chose qui est compliquée aussi, c'est continuer d'avoir des soins de qualité malgré le parcours semé d'embûches. Pour ceux qui sont très loin des centres de référence, faire 150 bornes. Pour nous, par exemple, nos patients corses, ça veut dire prendre un bateau ou devoir se lever tôt le matin, trouver une ambulance qui prenne avec un fauteuil. Enfin, donc, ça reste quelque chose de compliqué. Et ce sont aussi des enjeux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour parler du regard sur les aidants, je n'ai pas résisté en fait à montrer cette photo. Je vous invite à lire ce témoignage. Donc, il y en a qui se reconnaîtront dans la salle de messieurs Ringad, père et fils. C'est pour en tout cas les aidants familiaux, les parents. En fait, ce passage à l'adulte aussi invite à revoir le regard qui avait été projeté sur leur enfant quand il y avait eu l'annonce du diagnostic, se projeter sur un enfant maintenant qui est un adulte. Et aussi se projeter vers l'avenir aussi, penser pour ceux qui sont les aidants de leurs enfants, peut-être l'intervention de tierces personnes, les réflexions vers des séjours de répit. Donc c'est aussi un moment qui questionne les parents. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et après, moi, ce pour lequel je vais être le plus à l'aise de parler, bien sûr, c'est le nouveau regard que portent les soignants. Alors c'est sûr que on est dans une phase où, comme disait Laurence tout à l'heure, en fait, on découvre des manifestations cliniques du patient qui présente ces maladies à l'âge adulte et pour lequel, en fait, il faut
il faut se mettre dans une démarche de prévention, de traitement, d'une meilleure connaissance. C'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose pour lequel on a un écueil. C'est celui, en fait, chez nos collègues pédiatres ont encore une vision très généraliste, alors que chez nous, les disciplines sont beaucoup plus morcelées. Parfois, elles sont sur différents hôpitaux. Bon, je passe sur l'état de l'hôpital parce qu'on va essayer de... Laurence en a parlé et je souscris tout à fait à ce dont elle a parlé. Donc ça, c'est un petit peu un écueil. Après, il y a pour nous l'enjeu, je dirais majeur, c'est d'arriver à convaincre le patient adulte que continuer un suivi est aussi important que quand il était enfant. Moi, je dirais même, voire plus important, pour se situer dans la prévention et pas dans le curatif des complications. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Même s'il y a des écueils, même si on sait que c'est difficile pour vous de venir aux consultations, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors nous aussi, dans les choses qu'on découvre, c'est d'accueillir de jeunes adultes qui ont participé à des essais thérapeutiques alors qu'ils étaient enfants, et donc de les recevoir, par exemple avec de l'antalurène, par exemple, en ouvert. Ça, c'est aussi des choses un peu nouvelles pour nous. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, nous, l'expérience nous a montré que on devait se situer en tant que soignant, en tant que partenaire du binôme entre le patient et son parent ou son aidant, si ça n'est pas son parent, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de compétences différentes des nôtres et pour lesquelles il faut s'associer. Et ça, c'est vraiment important. Nous, on le sent quand il y a de jeunes patients qui arrivent chez nous, on doit faire nos preuves pour mériter leur confiance parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et si ce lien-là ne se fait pas, en fait, on n'est pas en état de nouer un dialogue pour permettre d'avoir une discussion dans des bonnes conditions pour parler des choix de santé. Et puis, je voulais quand même faire un clin d'œil à nos collègues RPS qui sont vraiment je le dis souvent, mais qui sont vraiment des membres partie prenante de l'équipe soignante et qui sont à vos côtés et qui sont une liaison vraiment majeure. Diapositive suivante. Donc, alors, qu'est-ce qu'on est ? Donc, si on fait le bulletin, c'est un peu comme le bulletin scolaire. En ce moment, c'est la mode. Donc, je dirais, en bas du bulletin scolaire, il y a marqué « Peut mieux faire ». Alors, peut mieux faire, il y a plein de trucs. Moi, j'en ai listé quelques-uns. La prise en charge de la douleur, je pense qu'on n'est pas très bon là-dedans. Il y a des choses majeures, c'est le maintien de la vie sociale, de la vie dans l'emploi, dans la société. Et en fait, il y a déjà des choses toutes bêtes qui pourraient être améliorées. C'est les transports, par exemple, parce que les transports, c'est pas bon. Et c'est un frein souvent pour les patients. Il y a quelque chose dont vous allez parler tout à l'heure aussi. Et nous, soignants, on se sent assez démunis parce qu'on n'est pas là aussi. Il faut sûrement qu'on gagne en compétences pour pouvoir accompagner. C'est la vie intime et affective. Et puis sûrement aussi, les choses à améliorer, c'est un nouveau regard de la société. Diapositive suivante. Donc voilà, pour synthétiser un peu toutes les choses qu'il faudrait réussir à adresser, améliorer. Il y en a beaucoup, mais en fait, j'ai vu tous les titres des ateliers. Et en fait, il y a beaucoup de choses dont on va vous parler. Donc j'espère que vous allez passer vraiment des journées très, très vivantes et enrichissantes. Et merci encore pour cette invitation.